Bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation du contre-budget du groupe Rassemblement National, même du Rassemblement National tout court, puisque l'ensemble de ces choix évidemment a été fait dans un travail commun avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, les commissaires de la Commission Finances, les commissaires des Affaires sociales et nos collègues qui ont bien voulu travailler à ce projet commun et que je souhaite remercier. Je commencerai d'abord par une analyse du budget rapide, évidemment, du budget de M. Barnier. Et pourquoi nous n'y opposons, tant et si bien que nous sommes amenés à faire cette contre-proposition très concrète et très détaillée, vous le verrez. Dans un deuxième temps, j'exposerai la philosophie de notre propre contre-budget et pourquoi c'est un budget de rupture, non seulement avec le budget que présente le gouvernement, mais aussi avec 50 années de déficit systématique, d'endettement, avec des taux d'impôt records paradoxalement. Et enfin, je vous présenterai avec précision le détail de nos mesures avant de répondre à vos questions. Pourquoi le budget de M. Barnier est un mauvais budget? Déjà, c'est un budget qui ne correspond pas aux engagements qu'avait pris le Premier ministre lui-même devant les Français, à savoir ne pas créer d'impôts pour une majorité de Français, en particulier les classes moyennes et populaires, mais aussi pour la plupart des entrepreneurs. Malheureusement, il crée des impôts, il saupoudre l'effort fiscal sur l'ensemble de la société et il ne répond donc pas à ses propres promesses. Deuxième limite du budget de M. Barnier, c'est qu'il ne baisse pas vraiment les dépenses. Il y a beaucoup d'indicateurs que nous pourrions prendre en considération pour critiquer cette non-baisse tendancielle des dépenses. Le plus important, sans doute le plus crédible, c'est le fait que les dépenses vont continuer à augmenter de 2,1% par rapport à 2024, alors que l'inflation est de 1,8%. Et donc par rapport aussi aux propres engagements qu'avait déjà pris M. Attal de geler en quelque sorte, de faire une année blanche budgétaire, afin de faire une année blanche sur les droits sociaux, n'est pas respecté. Et donc le Rassemblement national, lui, veut que les dépenses croissent moins vite que l'inflation, nous le verrons. Les deux limites, au-delà du manque de rigueur morale, de la trahison morale envers les Français, de la hausse globale des impôts et de la non-baisse des dépenses, il y aura une inefficacité économique des choix de M. Barnier pour qu'une trajectoire de baisse des dépenses et de désendettement d'un État soit crédible. Il ne faut pas briser la croissance. Or, en augmentant systématiquement les impôts, en créant un climat d'angoisse et de rupture des confiances avec l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi en faisant des choix très surprenants, pour ne pas dire très critiquables, de hausse du coût du travail sur le SMIC, là où nos emplois sont le moins compétitifs par rapport à la concurrence internationale, sans étude d'impact, sur la base d'un seul rapport sur lequel la représentation nationale et les partenaires sociaux n'ont d'ailleurs pas pu débattre, mais en péril sans doute la croissance et l'emploi et donc la crédibilité de ce désendettement. Dernière critique, puisque nous avons suffisamment eu le temps de nous exprimer là-dessus, mais je voudrais quand même le dire, c'est sur le manque de crédibilité d'un certain nombre de mesures du gouvernement. Je partage l'inquiétude de Charles de Courson, rapporteur général du budget, sur le manque de crédibilité, par exemple, de la taxe sur les très hauts revenus que propose le gouvernement, puisque nous ne sommes plus qu'à 25 000 contribuables ciblés, bien loin de la cible initiale, avec un effort de 2 milliards d'euros sur aussi peu de contribuables me paraît peu crédible, et j'en veux pour preuve de manque de crédibilité du gouvernement sur ce genre de mesures, le fait que nous avions alerté, nous, le Rassemblement national, sur le manque de crédibilité de la rente, de la taxe sur la rente inframarginale, la fameuse RIM, qui devait rapporter d'abord 17, puis 5 milliards, et puis finalement seulement 600 millions d'euros, parce qu'elle avait été mal conçue, peut-être même volontairement mal conçue, en tout cas elle n'était pas crédible, et je crains que ce budget ait les mêmes défauts. Nous, la philosophie du Rassemblement national sur ce budget, mais d'une manière générale sur la tenue des comptes de l'État et notre stratégie économique, elle est totalement différente. Et donc, nous proposons vraiment un contre-budget de rupture avec 50 ans de déficit et de mauvaise tenue des comptes publics. Cette rupture, elle se caractérise déjà par un effort considérable sur les dépenses. Nous avons collectivement identifié un nombre considérable de dépenses que nous pouvons réduire dès cette année, dès 2025, sans modification législative importante, sans modification constitutionnelle, bref, à droit constant. Nous avons identifié, nous y reviendrons dans le détail
Ensuite, 25 milliards d'économies brutes que nous pouvons faire immédiatement, et après un rééquilibrage avec des mauvais choix faits par M. Barnier, ça fait 15 milliards d'économies nettes. Ces 15 milliards représentent 0,5 points de PIB et donc permettent de remplir le premier indicateur que nous étions fixés, à savoir que les dépenses augmentent moins vite que l'inflation, puisqu'avec ces coupes, nous passons à une croissance des dépenses tendancielle de 1,6% pour une inflation de 1,8%, et donc nous baisserons réellement les dépenses, qui me paraît le critère numéro 1 pour avoir de la crédibilité auprès de nos compatriotes, auprès des acteurs économiques, mais aussi auprès des marchés financiers qui, malheureusement, doivent nous prêter 300 milliards d'euros pour faire rouler notre dette et poursuivre la stratégie du gouvernement. Deuxième philosophie, c'est rendre du pouvoir d'achat aux Français. Les choix que nous faisons permettent de rendre 15 milliards de pouvoir d'achat net aux Français, en particulier aux classes moyennes et populaires. Non seulement nous annulons et nous pouvons financer l'annulation de mesures injustes et inefficaces comme la désindexation partielle des retraites de base de la sécurité sociale, mais nous pouvons aussi remplir un certain nombre de promesses du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, en particulier la baisse de la TVA sur l'énergie et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Ceux qui pensaient que nous renoncions à notre programme dans cette salle en seront pour leurs frais, et un mouchoir leur sera distribué à la sortie. Deuxième moyen de rendre des moyens à l'économie réelle, c'est rendre 5 milliards d'euros aux entrepreneurs. Nous maintenons, paradoxalement, c'est le Rassemblement national qui respecte les promesses de la Macronie sur la baisse des impôts de production. Si nous avions été au pouvoir, nous aurions choisi un autre impôt que la CVAE. Nous, un engagement a été pris envers les entrepreneurs, des investissements ont été faits et des choix de localisation ont été faits par rapport à ces annonces. Nous honorons, nous, la stratégie de l'État, même quand elle n'est pas celle que nous aurions préférée. Donc nous arrivons, par exemple, à maintenir la baisse de la CVAE pour 1 milliard d'euros. Vous verrez d'autres mesures en faveur des entrepreneurs. Dernière mesure de philosophie générale, nous maintenons les investissements d'avenir. Dans les erreurs aussi de M. Barnier, vous avez cette tendance systématique de Bercy à faire des coups de rabot et à choisir la facilité, notamment les coupes dans les investissements régaliens et les investissements d'avenir. Vous verrez dans le détail, nous maintenons les lois de programmation sur la justice, avec la construction de prisons, puisque dans le détail des sacrifices faits par M. Barnier dans le budget de la justice, il s'agit en fait de ralentir ou de supprimer les travaux et de construction de nouvelles prisons. C'est indispensable de continuer cet effort. Nous maintenons l'effort sur la sécurité et nous maintenons aussi l'effort sur la loi de programmation sur la recherche. La recherche française est depuis trop longtemps sacrifiée. Les lois de programmation de la recherche sont déjà bien timides et donc nous maintenons l'effort sur la recherche. Nous refusons aussi la baisse d'allègement de cotisation sur le SMIC et sur les bas salaires. Et donc nous refinançons les 4 milliards de baisse de charges sur ces salaires-là. Nous sommes, et vous le savez, depuis 2022, c'est même Marine Le Pen qui seule, lors de la campagne présidentielle, avait mis la question du lissage de l'allègement des cotisations et de la sortie des trappes à bas salaire. Une première trappe autour du SMIC, une deuxième trappe autour de 2,5 SMIC qui bloque les hausses de salaire des classes moyennes. Nous sommes pour une réflexion sur le lissage, mais cette réflexion doit se faire avec le patronat, doit se faire avec les syndicats de salariés, doit se faire en consultant un certain nombre d'économistes, d'institutions qui sont capables d'évaluer l'impact de ce lissage et de faire les meilleurs choix économétriques. On ne peut pas faire un tel choix sur le recoin d'un bureau, même celui de Matignon, et donc nous refinançons ces 4 milliards, mais nous demandons dans cet effort budgétaire que le travail sur le lissage des cotisations sociales et la fin des trappes à bas salaire soit achevé. Et donc vous comprenez bien que nous marchons sur deux pieds. D'une part, la coupe dans les dépenses inutiles de l'État, dans la gabegie, dans la désorganisation, l'efficacité du service public, c'est la première jambe. La deuxième jambe, c'est le maintien de la croissance, c'est le maintien de l'investissement et c'est le maintien de la confiance dans les acteurs. Parce que ce que j'ai dit et ce qu'on a dit avec Mathias Renaud à Antoine Armand quand nous l'avons rencontré lundi soir, c'est qu'ils sont en train de paralyser la confiance de tous les acteurs publics et que, par exemple, la surépargne qui caractérise l'économie française depuis plusieurs années va continuer à s'aggraver puisque les Français
et à juste raison, vu les décisions qui sont prises pour M. Barnier, ont peur d'être tondus, et ayant peur d'être tondus par de nouveaux impôts pour payer la facture, ils mettent de côté plus d'épargne qu'ils ne devraient le faire s'ils avaient confiance, et sacrifient leur propre consommation et leur propre confort de vie, et donc l'économie de la France, par angoisse et par peur de l'incompétence de celles et ceux qui nous gouvernent. J'en viens maintenant au détail des économies. On vous a distribué, on vous aura distribué, merci beaucoup, l'ensemble très détaillé, il me semble, et nous y reviendrons dans vos questions si certains éléments vous paraissent nécessiter plus de détails, l'ensemble des mesures d'économie et de coupe que nous faisons. Elle se caractérise par trois grandes catégories d'économies. Tout d'abord, un effort supplémentaire fait sur certaines collectivités, puisque nous, au Rassemblement national, on ne globalise pas les collectivités territoriales, on ne considère pas que les communes font un travail beaucoup plus utile et ont un contrôle sur leurs dépenses de proximité beaucoup plus fort que les grandes régions, que nous n'avons eu de cesse de critiquer sur leur format actuel ou sur leur format ancien. Nous critiquons aussi les grandes EPCI, ces grandes intercommunalités, qui sont tellement grandes qu'elles ont aussi des frais supports disproportionnés par rapport aux services qu'elles peuvent rendre aux communes qui les constituent, aux territoires qui les constituent et aux habitants qu'elles doivent servir. Et donc nous demandons aux collectivités un effort supplémentaire de 1,3 milliard d'euros concentré sur les régions et les EPCI. Nous ne touchons pas aux communes et nous ne touchons pas aux départements qui ont des missions de service public vitales et sur lesquelles il nous semble qu'il y a peu d'économies à faire. Les deuxièmes types de mesures, pour 4 milliards d'euros, ce sont des coupes impactant l'appareil d'État. Nous faisons 600 millions sur le train de vie de l'État, nous faisons presque 800 millions sur la réinternalisation de missions aujourd'hui opérées par des opérateurs publics et que l'État pourrait faire à moindre frais. Nous faisons le choix de l'égalité entre le public et le privé en rétablissant l'égalité des jours de carence entre les fonctionnaires et les salariés du privé, ce qui rapporte 400 millions d'euros. Et nous faisons un gros effort, et nous avons fait un gros travail pour identifier les exagérations dans les affectations financières à certaines agences et autres organismes que nous détaillons dans une annexe pour 3,4 milliards d'euros. Enfin, nous réaffectons des ressources publiques qui n'auraient jamais dû quitter le giron de l'État. Par exemple, la contribution à la vie étudiante et le campus, qui est extrêmement mal gérée, qui donne lieu à des dépenses plus farfelues les unes que les autres et très politisées. 160 millions d'euros payés par les étudiants. Eh bien, nous considérons que ça doit réintégrer le budget général de l'État afin de contribuer à la politique de recherche et à la politique de l'enseignement supérieur. Dans ces mesures impactant l'effort de l'État, donc pour plus de 4 milliards d'euros, nous comptons, ces 4 milliards d'euros nets, nous comptons le rétablissement d'un certain nombre de crédits dont je vous ai déjà parlé, donc 600 millions d'euros pour la loi de programmation de sécurité intérieure, 500 millions d'euros que nous rétablissons pour la justice, 400 millions d'euros que nous rétablissons pour la recherche. Nous rétablissons aussi 2000 postes d'enseignants, donc 100 millions d'euros, puisque nous considérons que compte tenu des résultats malheureusement de l'éducation nationale dans notre pays, pour construire une économie d'avenir, par exemple pour financer notre réforme des retraites sur 30 ans, nous devons avoir un système d'éducation qui permette à nos enfants d'accéder à un haut niveau de formation. Et le fait d'ailleurs entre nous que le premier choix de sacrifice que fasse ce gouvernement, ce soit de taper dans les enseignants et donc l'avenir du pays avant de toucher à un seul poste de bureaucrate ou de technocrate, nous a quand même mis, je crois même au-delà du groupe Rassemblement national, dans une grande perplexité. Ça prouve bien que ce budget est un budget de facilité et pas un budget vraiment de stratégie et de rétablissement sur plusieurs années des comptes publics et de l'économie de la nation. Nous faisons aussi pour 4 milliards d'euros des coupes dans le budget évidemment de l'immigration. À droit constant, nous avons identifié des efforts qui peuvent être faits sans avoir à toucher la loi de la République et encore moins la Constitution. Évidemment, le remplacement de l'AME par une aide médicale d'urgence. Alors nous prenons pas seulement le budget de l'AME, mais l'ensemble des dépenses identifiées par le rapport annuel de Véronique Louwagie. Donc 1,8 sur 1,8 milliard de dépenses, nous en récupérons 1,2 milliard. Nous réservons aussi l'hébergement d'urgence aux personnes en situation régulière, 300 millions d'euros. Et nous réservons la prime d'activité aux personnes de nationalité française pour 1 milliard d'euros, ainsi que
privilège les dotations accueil des étudiants étrangers uniquement aux étudiants en master et en doctorat, considérant que les étudiants qui viennent en licence doivent faire l'effort de financer leur premier cycle eux-mêmes, les étudiants étrangers, évidemment, et que par contre la France a un intérêt à accueillir des étudiants en master et en doctorat pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour son prestige. Et donc nous arrivons à 4 milliards d'économies sur l'immigration. Vous constaterez que nous sommes bien loin des économies que nous espérons faire quand le Rassemblement national sera au pouvoir, mais là nous parlons d'économies opérationnelles au 1er septembre 2025 pour faire l'ensemble des économies que le Rassemblement national veut faire sur l'immigration. Il faut que nous soyons au pouvoir, que nous prenions les dispositions légales nécessaires, mais aussi c'est un effort dans la durée. Vous vous souvenez que Marine Le Pen avait indiqué que pour la réduction des aides sociales non contributives, nous donnions 1 an de carence aux étrangers qui bénéficient actuellement de ces aides, puisqu'il n'est pas question du jour au lendemain de mettre des gens dans la pauvreté, et donc on ne peut pas, alors qu'on s'était engagé sur 1 an à la présidentielle, prétendre faire le contraire aujourd'hui pour M. Barnier. Ça ne serait pas honnête. Nous voulons éteindre les rachats d'actions. Nous considérons que les rachats d'actions sont une pratique économique toxique qui défavorise l'investissement, qui entretient une spéculation artificielle. Et donc ce n'est pas seulement pour nous un impôt de rente, c'est un impôt qui vise à limiter des mauvaises pratiques économiques. Je le cumule avec l'impôt sur les surdividendes. Donc nous avons identifié les dividendes qui sont 20% supérieurs à leur moyenne sur les 10 dernières années. Cette mesure permet de rapporter 750 millions d'euros. Ces deux mesures, presque 10 milliards d'euros, valent aussi quitus, et nous l'assumons comme tel, pour les surprofits qui ont été réalisés sur le dos des finances publiques et des Français depuis maintenant 3 ans, avec la crise de l'hyperinflation, les pratiques abusives faites sur la tragédie ukrainienne. Malheureusement, vous connaissez le droit fiscal français, il est non rétroactif au-delà de quelques mois, 1 an maximum. Les macronistes et les républicains ont été incapables d'aller récupérer les surprofits, par exemple 30 milliards de surprofits identifiés par la Cour des comptes par les énergéticiens. Ils n'ont pas été les récupérer. Nous ne pouvons plus le faire avec le temps malheureusement qui est outrepassé, et donc ces mesures dures, il faut le dire, sur les rachats d'actions et les surdividendes valent quitus pour avoir, nous considérons que si certaines multinationales ont 30 milliards à claquer dans les rachats d'actions et peuvent augmenter encore leurs dividendes, c'est donc bien qu'elles ont fait des profits excessifs, puisqu'elles avaient tellement d'argent qu'elles estiment qu'elles ne peuvent plus, qu'elles ont suffisamment pour investir, qu'elles ont suffisamment pour leurs dividendes, mais qu'elles ont encore plus pour racheter des actions. C'est donc bien la preuve qu'il y a des profits abusifs qui n'ont aucun lien avec la réalité de leur activité économique. Nous établissons aussi des mesures, des engagements de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière qui permet un solde positif de 3 milliards d'euros. Nous voulons récompenser ceux qui font le choix de leur enseignement dans le pays avec l'immobilier et pénaliser les comportements de spéculation et d'enrichissement qui n'ont pas une base d'enracinement et de patriotisme économique. Et donc nous arrivons, avec ces rééquilibrages, à redonner beaucoup de pouvoir d'achat aux Français et aux entrepreneurs, à ceux qui créent de la richesse sur le pays. Il y a aussi 2 petits nouveaux qui cherchent à lutter contre des rentes. Il y a plusieurs petites taxes, mais 2 principales. J'ai vu que ça avait commencé à faire parler, je m'en félicite. Une taxe sur l'accès des GAFAM et d'entreprises comme Netflix à la bande passante française. Alors ça a l'air un peu technique. Depuis maintenant 30 ans, vous avez des grandes multinationales de l'Internet qui utilisent les infrastructures numériques financées par les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi les contribuables. Par exemple, dans la Somme et dans beaucoup de territoires ruraux, l'essentiel des réseaux cuivre, puis du réseau fibre optique, a été financé par les factures des Français, mais aussi par le contribuable encore aujourd'hui. Donc il n'est pas normal que des entreprises, les GAFAM et Netflix, représentent entre plus de 50% à presque 60% de la bande passante, et ils ne paient absolument rien pour faire leur business. Il n'est normal que ces personnes contribuent à l'investissement, à l'entretien des réseaux. Je note d'ailleurs que c'est une demande de beaucoup d'acteurs économiques. C'était une proposition d'acteurs européens. Thierry Breton, ancien commissaire européen, avait lancé la réflexion, mais comme beaucoup de personnes, d'européistes, de nos adversaires, ils ont sans doute souvent de bonnes idées communes avec le Rassemblement national, mais ils n'ont jamais le courage de les mettre en pratique. Donc nous mettons le pied dans le plat sur cette taxe. Deuxième redevance, c'est les fournisseurs d'énergie
alternatif. Vous savez que depuis la loi NOM, un certain nombre d'entreprises ont accès à 20% de l'électricité nucléaire française à vil prix et revendent cette électricité et se font un bénéfice certain sur les centrales nucléaires financées par les Français. Donc nous considérons que désormais, puisqu'ils n'ont pas rempli leur part de l'objectif, ils devaient eux-mêmes investir dans les moyens de production, ils n'ont absolument investi dans aucun moyen de production, il y a seulement une centrale que Total a construit, les autres n'ont absolument rien fait. Il faut donc une redevance d'accès maintenant au marché gazier et électrique historique français. Il n'y a pas de raison que des gens gagnent beaucoup d'argent et ne participent jamais à rien. Et donc nous avons créé cette redevance. J'ai noté un certain intérêt, pareil, des autorités du gouvernement sur ce sujet. J'espère que ce sera suivi d'effet. Donc voilà, je vous ai exposé sans faire chaque ligne, puisque vous avez le document, il y a plusieurs dizaines de lignes. Donc j'ai essayé d'exposer le plus précisément possible les économies que nous réalisons. Vous avez dans des annexes des détails plus poussés sur les économies que nous réalisons. Vous avez 3 pages d'annexes avec des précisions, notamment sur les affectations financières des agences et organismes qui représentent donc plus de 3 milliards d'euros d'efforts. Et donc nous avons cherché à être le plus exhaustif possible. J'en finirai en ouverture, évidemment. C'est la première année du rétablissement des finances publiques proposées par le Rassemblement national. Évidemment, parallèlement, nous demandons au gouvernement de lancer un grand nombre de chantiers qui permettraient des économies structurelles. La réforme du millefeuille territorial, plusieurs rapports de la Cour des comptes montrent qu'il y a 100 000 emplois excessifs dans les strates administratives territoriales. Vous avez un rapport de l'ancien maire de Charleville-Mézières qui estime que les empiètements de compétences et le millefeuille créent presque 8 milliards de coûts excessifs, exactement ce que disait le Rassemblement national et Marine Le Pen depuis la loi NOTRe. Deuxième grand chantier, évidemment, l'immigration. Nous félicitons que une loi puisse revenir sur l'immigration. Cette fois, j'espère que seront dans cette loi des mesures très fortes sur le contrôle des dépenses sociales et le contrôle du coût de l'immigration dès le texte initial, ce qui évitera que le Conseil constitutionnel les censure pour cavalier législatif dans un deuxième temps. Évidemment, d'autres réformes de structure que nous proposerons, le marché de l'électricité, la lutte contre les fraudes, bref, un certain nombre de chantiers qui demandent de l'énergie, de la volonté, du temps. Je l'avais dit au ministre Saint-Martin quand il m'avait reçu il y a 2 semaines, quand le gouvernement prendra des mesures courageuses, comme nous l'avons fait l'année dernière sur l'immigration, si demain le gouvernement propose des mesures courageuses, par exemple, pour faire en sorte que les fonctionnaires français travaillent tous 35 heures et qu'il n'y en ait pas certains qui soient 32 heures pendant que d'autres remplissent leur semaine de travail complète sans raison valable liée à la dangerosité d'un métier ou des critères particuliers, ça peut exister, mais qu'à métier identique et à charge de travail identique, les 35 heures soient bien exécutées. Nous soutiendrons par exemple le gouvernement. Voilà, nous ne faisons pas, une fois encore, comme depuis 2 ans, de politique politicienne. Nous présentons des axes politiques, nous présentons des réformes que nous estimons possibles et courageuses, et quand d'autres forces politiques, qu'elles soient à gauche, au centre ou avec M. Wauquiez, peuvent prendre de bonnes mesures, nous les soutiendrons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long et je reste à votre disposition. Oui, madame. La question de la motion de censure se pose quand on pouvait annoncer le budget média par la question. Excusez-moi, voilà, comme dit Élise, votre média, s'il vous plaît. Très bien. Moi, je vous entends. Quand on lit votre budget, qui est quand même assez sévère à l'encontre de Michel Barnier, on se pose des questions. Si certaines grosses lignes de votre budget n'est pas repris par le gouvernement, est-ce que la question se pose dans votre groupe de voter une motion de censure sur ce budget dès la première partie, donc dès le 29 octobre, ou un peu plus tard? Oui. Écoutez, moi, la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Michel Barnier, qui prétend chercher des économies et des ressources et faire la justice fiscale, refuserait nos propositions. Donc la première chose, c'est quels sont les arguments qu'il donnerait. Si nous sommes trompés, vous savez, moi, comme je dis souvent, je ne suis pas étouffé par un goitre d'orgueil et on ne pense pas avoir raison sur tout. Bon, il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées. Donc quels sont les arguments qu'il donnerait? Si ce sont des arguments de bonne foi, on peut revoir notre copie, l'améliorer, la considérer. Si par contre, ce sont des blocages idéologiques qui n'ont pas de sens, et qui surtout n'ont pas de sens au vu de la sanction électorale
que les Français ont infligé à la Macronie, mais aussi républicains, aux élections européennes, d'une part, aux élections législatives, d'autre part. Là, nous considérons que ces objections ne sont pas valables. Voilà. Si c'est des aménagements techniques, on peut améliorer notre copie. On peut aussi entendre des propositions d'ailleurs qui viennent d'autres bords politiques, quel que soit ce bord, quel que soit le bord d'ailleurs. Par contre, si c'est des oppositions idéologiques expliquant qu'ils refusent de changer la ligne politique de M. Macron depuis 7 ans et la sous-ligne, si je puis dire, des Républicains qui le soutiennent de manière désormais totalement ostensible, nous ne l'accepterons pas. Voilà. Après, la censure, c'est un équilibre général. Moi, je dois dire qu'avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et l'ensemble du groupe, nous sommes assez consternés de la banalisation de cet outil constitutionnel fondamental qu'est la censure par la gauche. On ne peut pas. La censure, c'est un acte important, d'autant plus qu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant au moins juin 2025. Donc, nous n'hésiterons jamais à censurer un budget de faillite, un budget qui ponctionne les Français, un budget qui ruine les entrepreneurs. Évidemment, la question se posera, et c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui le décideront, mais cette espèce de réflexe désormais pavlovien à cause du nouveau Front populaire de vouloir censurer avant même que les négociations, les discussions soient ouvertes, ne me semble complètement à côté de la crise budgétaire que notre pays traverse et de la réalité politique et institutionnelle de notre pays. La censure, elle est sur la table, évidemment. Il est possible de censurer ce gouvernement à tout moment s'il déraille, mais pour le moment, nous sommes dans le débat parlementaire, nous sommes dans la négociation, nous sommes dans l'opposition des projets, et nous verrons ce qu'il en est. Si vous dites, avant que tout commence, on va censurer, d'ailleurs, nous étions les premiers à critiquer Mme Borne l'année dernière, il y a 2 ans, quand, avant même que les discussions commencent, elle annonçait un 49.3. Bon. Donc, nous répondions par la censure. Mais c'est une impasse. Voilà, bon, s'il faut censurer, évidemment, notre groupe l'a déjà fait par le passé à des circonstances qui étaient aussi difficiles. Donc, ce qui est sûr, c'est que la censure ne sera pas liée à la personne de M. Barnier, ce sera lié au refus d'un 51e budget en déficit, d'un 51e budget de ponction fiscale et d'un 51e budget de faillite. Il est évident que le Rassemblement national ne cautionnera jamais le dérapage des finances publiques et la hausse globale des impôts sans objectif. Voilà. Pas plus, moi j'entends, oui, on demande un sacrifice aux Français. Non, mais ça fait 30 ans qu'on demande des sacrifices aux Français. Hein. Les réformes sur le chômage, les réformes sur les retraites, la dégradation de la sécurité sociale, ça fait 30 ans que les Français sont en effort permanent. Donc, enfin, en tout cas, les classes moyennes et les classes populaires. Oui. Bonjour, Agnès Baume de Polymère. J'ai au moins 3 questions. Vous avez évoqué la définition d'énergie alternative, la taxe sur les infrastructures. Vous avez dit que le gouvernement était intéressé par cette idée. Est-ce que ça vient de votre conversation avec M. Armand cette semaine? Je vais vous parler des participations de l'État et de l'APE. Est-ce que, je suis désolée, j'ai pas eu votre projet, mais est-ce que vous pensez à des ventes d'actifs français, FDJ, etc. Est-ce que c'est totalement exclu pour vous? Une question sur l'Ukraine. La France était engagée à au moins 3 milliards cette année, finalement ce sera 2 milliards. Je sais que ce n'est pas exactement dans le budget, mais malgré tout, combien est-ce que vous pensez que la France devrait dépenser pour aider l'Ukraine dans le cadre de cet accord bilatéral de sécurité? J'ai aussi une question sur le dispositif du trade. Les 4. 5 même. Allez. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de rajouter de la justice fiscale et de récupérer de l'argent? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne répondez pas là-dessus? Et peut-être pour finir, une question sur la réforme de l'IFI. Vous dites que ça va rapporter de l'argent, mais si j'ai bien compris, dans votre première proposition, c'était plutôt le contraire, parce que le dispositif était... Ouais, je vous laisse m'expliquer à ce moment-là, mais si j'ai bien compris, le dispositif permettait d'exonérer plus de personnes, notamment les petits propriétaires. Alors, sur la redevance sur l'accès au marché électrique et gazier historique français, sur les infrastructures, j'ai pu en parler avec les ministres, effectivement, mais j'en ai parlé avec plusieurs personnalités issues de la Macronie, un peu moins des Républicains, qui sont l'air moins concernés par le sujet, puis aussi un certain nombre d'acteurs économiques qui ont pu réagir à cette proposition. Voilà. Je n'ai jamais eu autant d'articles positifs sur une proposition économique du Rassemblement national que sur cette... donc visiblement, il y a des entreprises très puissantes en France qui ont l'air d'accord. Je ne les ai pas rencontrées, mais écoutez, parfois il y a une convergence des luttes. Sur les participations de l'État, nous sommes contre, comment dire, par principe,
la vente des joyaux et des bijoux de famille. Ça a été fait par le passé, notamment par M. Villepin avec les autoroutes. Vendre des actifs rentables, et les participations de l'État le sont toutes, même de mémoire, ou en tout cas à une extrême majorité. Donc sacrifier des flux financiers pour avoir un petit stock, souvent d'ailleurs vendu à vil prix, ça ne nous paraît pas une bonne méthode. Alors après, on peut faire des choix, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on peut vendre X pour acheter Y. Bon, là, je ne vois pas d'urgence particulière, sauf s'il devait y avoir une mauvaise évolution du dossier Sanofi, ou aussi, sans doute plus inquiétant, parce que plus personne n'en parle, du dossier Atos. Là, j'ai vu qu'un rapport estimait que Atos valait 300 millions d'euros net. C'est peut-être le moment de prendre une participation, non pas pour la garder, d'ailleurs on l'avait proposé l'année dernière, hein, non pas pour la garder d'ailleurs, mais pour restructurer l'entreprise, pour savoir vraiment ce qui s'est passé avec Atos, et pour ensuite la revendre avec une culbute positive à des acteurs privés français, évidemment. C'est ce qui avait été fait par exemple sous une autre forme dans la crise financière, où ce n'était pas une prise de participation, mais des aides à certaines banques avaient pu engendrer un bénéfice a posteriori. Donc bon, nous on est toujours pragmatiques là-dessus, en tout cas, vendre des bijoux de famille pour payer le déficit, c'est la pire gestion possible. Sur Dutreil, c'est dans le programme du Rassemblement national, aussi bien celui de Jordan que celui qui avait été précisé aux législatives que celui de Marine Le Pen en 2022. Nous encourageons l'enracinement et la transmission de l'outil professionnel et de l'outil productif. Donc sans doute, peut-être, que dans le pacte Dutreil, il y a des détails améliorés, peut-être certains abusent de la situation. Nous, le critère qu'on rajoute, c'est le fait de garder pour plus de 10 ans les actifs et les biens professionnels. Et nous considérons que ce soit pour le monde agricole, les artisans ou les industries, il faut absolument favoriser la transmission et le maintien des activités sur le sol français. Je me permets de signaler quand même qu'on peut être très inquiet en ce moment d'un début de désindustrialisation sur un certain nombre de territoires, hein, par exemple la Meuse, où nos deux députés, Florence Douboulet et M. Amblard, ont 4 usines qui sont en train malheureusement de fermer. Donc nous sommes très inquiets. Mathias Renaud a aussi une usine qui est en train d'être délocalisée en Bulgarie, dans le Vimeux, pourtant une industrie, la robinetterie de pointe et de très haute tenue. Donc nous sommes assez inquiets. Donc il est hors de question pour nous, et ça revient au coût du travail, de prendre le risque de relancer la désindustrialisation. Pour l'IFI, sincèrement, ça a toujours été, le remplacement de l'IFI par l'IFF a toujours été un dispositif qui a rapporté davantage qu'il ne coûtait. On est toujours resté sur les 3 milliards d'euros de gains de solde net. Entre nous, compte tenu de l'inflation et de l'état, on va dire de la prospérité depuis 3 ans des marchés financiers, je pense même qu'il serait plus positif. Mais nous avons pris une hypothèse conservatrice pour ne pas perdre du temps à nous justifier sur ce qui de toute façon est injustifiable tant que nous n'avons pas Bercy à notre service. Et dernier élément, est-ce que j'en ai oublié un? Pardon. L'Ukraine, écoutez, Marine Le Pen avait fait un discours limpide l'année dernière, et donc je vous renvoie à ce qu'elle avait dit à cette époque qui me paraissait très clair, et c'est nos positions sur l'Ukraine sont du seul ressort de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Oui, Nicolas. Oui, c'est vous. J'aurais 3 questions. Il y a le modem qui veut relever le plafond de la taxe sur 33%. Est-ce que éventuellement vous pourriez converger là-dessus, étant donné qu'il y a une majorité aussi à gauche qui est OK pour ça. Sur les postes d'enseignants, vous dites que vous en sauvegardez 2000. Est-ce que c'est 2000 parmi les 4000 le gouvernement projette d'en supprimer 4000? Donc est-ce que dans ces 4000, vous en supprimez 2000 et vous en conservez 2000? Et ensuite, de 3, est-ce que pour vous, Renault, Engie, par exemple, sont des bijoux de famille? Pourquoi est-ce que vous faites des questions que je sais que vous allez poser? Donc vous parlez des amendements du groupe de M. Ciotti, qui effectivement par amendement propose de vendre Engie, Renault, et je crois qu'il y a une troisième, et Orange. Voilà, le groupe de M. Ciotti est un groupe indépendant. Et donc, si vous voulez, c'est quand même très bizarre parfois dans le commentaire journalistique, c'est que ça ne va jamais. C'est-à-dire, M. Ciotti serait aligné sur le programme du Rassemblement national, ce serait, comme par exemple aujourd'hui l'Avenir français, un parti satellite du Rassemblement national, totalement intégré au Rassemblement national. Bon,
Ça, je veux bien que vous fassiez le procès à l'avenir français d'être devenu satellite et intégré à l'Assemblée nationale. Idéologiquement, c'est vrai. Bon, soit. Voilà. Monsieur Ciotti est autonome. Et donc maintenant, vous nous reprochez, et indépendant même d'ailleurs, et donc vous nous reprochez que Monsieur Ciotti ait des positions économiques et financières et fiscales différentes des nôtres. Bah, Monsieur Ciotti, il a ses positions, ses amendements sur la vente des actifs français, ils savent très bien, j'en ai parlé avec les 2 commissaires aux finances, on ne les votera pas, on les laisse défendre leur opinion, et puis les Français se feront leur opinion. On peut avoir des différences et des divergences sans que ce soit problématique. Bon, ce sont 2 visions différentes de la gestion des actifs de l'État. Moi, je considère que les arguments que j'ai avancés ne sont pas neufs, hein, ce sont des arguments constants du marinisme, et donc on ne va pas changer d'avis sur ce moment-là. Et, les 2000 postes, pardon, donc là, effectivement, vous avez raison, il y a 4000 postes supprimés, 2000 postes de création d'AESH, et donc il y a 2000 nets. Nous rétablissons 2000 postes d'enseignants. On a choisi aussi de faire un choix, c'est pas pour faire moitié-moitié, ce serait un peu ridicule, mais qu'on peut améliorer l'encadrement des enfants, et notamment à l'école primaire évidemment. Ceci dit, est-ce qu'il y a une baisse de la démographie scolaire? Oui. Donc on a essayé d'être raisonnable et de ne pas non plus promettre aujourd'hui ce qu'on ne pourrait pas tenir demain. Malheureusement, il y a une crise de la natalité, hein, on a suffisamment combattu ces ressorts, hein, notamment la politique anti-famille de François Hollande, qui maintenant a ses effets dans le primaire, hein, puisque François Hollande a commencé à saccager les avantages aux familles en 2012. Donc maintenant, les enfants qui auraient pu naître à ce moment-là ont entre 12 et 6 ans. Donc c'est pour ça, c'est quand même une cause importante de la baisse de la natalité. D'ailleurs, Alexandre Sabatou avait fait une note très intéressante sur un rapport d'une chercheuse française exilée aux États-Unis qui avait précisément étudié l'impact de la politique anti-famille de M. Hollande sur la baisse de la natalité, tout simplement puisque ça altère la liberté des femmes à choisir leur carrière et leurs aspirations. Donc altérant la liberté économique et personnelle des femmes, eh bien, ça altère malheureusement celle des familles. Donc nous rétablissons, pour répondre à votre question, 2000 postes sur les 4000 supprimés. Et sur le MODEM, écoutez, c'est exactement ce que je disais. On verra les discussions que nous avons en commission finance. Nous, on a fait un certain nombre de choix fiscaux qui me semblent très forts. Voir aussi si le MODEM veut venir vers nous. Une convergence, comme vous l'avez dit, ça va dans les 2 sens. Et donc nous sommes disposés à discuter avec le MODEM, qui a souvent des propositions d'ailleurs plus justes sur la fiscalité. Voilà, M. Bayrou, depuis très longtemps, est engagé contre la spéculation financière. Ça l'avait d'ailleurs motivé dans un premier temps sur BFM TV, dans une diatribe très violente, à ne jamais envisager de soutenir M. Macron avant visiblement de changer d'avis. Nous aimons bien le M. Bayrou anti-finance d'avant son soutien à M. Macron. Donc quand il retrouve ses accents chrétiens-démocrates sur la justice économique, nous nous en félicitons. Mais nous avons fait le choix de ne pas mettre notre mesure sur la flat tax. Vous savez qu'en 2022 et 2024, nous voulions limiter la flat tax pour une raison très simple. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs années d'arbitrage financier à faire. Là, nous faisons quand même, je le redis, je crois que c'est de mémoire, excusez-moi, j'ai un petit peu de mémoire, plus de 20 milliards d'euros. Plus de 20 milliards d'euros de rééquilibrage fiscal sur la spéculation, les rentes et la fraude. On estime que si c'est nécessaire pour établir les finances publiques, il faut aussi garder une poire sur la soif. Par ailleurs, on avait aussi réfléchi que cette proposition sur la flat tax, qui devait rapporter 500 millions d'euros, était un peu un chiffon rouge pour la Macronie et pour les Républicains. Or, je tente aussi d'expliquer depuis 2 jours, je ne comprends pas la mauvaise foi là-dessus. Quand vous entrez en négociation, quand vous êtes au pouvoir, que vous avez une majorité absolue ou relative, vous appliquez votre programme à 100%. Quand malheureusement vous n'avez pas le nombre de sièges et que vous savez que vous devez négocier avec vos adversaires politiques pour l'intérêt national, vous arrivez aux négociations avec des propositions crédibles. Si vous faites comme M. Mélenchon, j'ai perdu mais j'ai gagné et je veux tout mon programme, vous arrivez à aucune négociation et vous déposez des motions de censure avant même que le début des négociations ait lieu. Nous, on arrive aussi au budget avec des propositions que l'on sait négociables, discutables. Ça ne sert à rien de mettre sur la table des choses stériles ou des impasses. Et bon, pour 500 millions d'euros, on estimait que ce n'était pas la priorité par rapport à une taxe sur les rachats d'actions dont M. Macron lui-même a reconnu l'utilité. Oui, M. Guilou. Bonjour, Clément Guilou. Le Monde, justement, sur la flat tax, il me semble que vous aviez déposé un amendement, vous en avez quand, vous, personnellement, proposer cette mesure. Est-ce que c'est-à-dire que vous le retirez, vous ne le défendrez pas Oui, tout à fait, je retirerai cet amendement. Il y a des arbitrages qui sont rendus. Il faut aussi considérer
comment la commission finance et l'ensemble d'ailleurs des parlementaires travaillent. J'ai eu l'occasion de le dire dans une émission jeudi soir. Je pense que ça a une cause importante aussi dans la dégradation des finances publiques depuis 50 ans. Le fait majoritaire a considérablement dégradé le contrôle budgétaire de l'État par les parlementaires. On reçoit des projets extrêmement compliqués. Parce que le problème aussi, c'est que les parlementaires ont parfois honte de reconnaître que les choses sont compliquées. Moi, j'ai suffisamment confiance en moi, excusez-moi ce manque de modestie, pour reconnaître que c'est compliqué. Donc quand on reçoit 300 pages en fin de journée, en même temps qu'on doit auditionner le président du Haut Conseil des finances publiques, qui lui-même a rendu 2 rapports le matin qu'on a aussi dû lire dans un temps limité, qu'on doit lire ce projet de loi de finances, faire des échanges avec nos collaborateurs de groupe, avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec les autres commissaires, pour recevoir les ministres à 8h du matin, où on a 2 minutes comme principal parti d'opposition pour tracer tout le budget de l'État. Oui, il y a un problème de conditions, non pas de conditions de travail au sens on est malheureux, mais au sens du temps nécessaire à un travail de qualité. Donc nous déposons avec nos collaborateurs de groupe, et je les remercie, des amendements en avance. Et quand les arbitrages sont rendus, dans un sens ou dans l'autre, nous pouvons en retirer. Tiens, qu'on parle des amendements, j'attire vraiment votre attention sur l'obstruction parlementaire qui se dessine de la part des parlementaires amis de M. Wauquiez et macronistes, puisqu'ils utilisent exactement les arguments des Insoumis pour pourrir le débat budgétaire il y a 2 ans et l'année dernière, mais exactement au mot près. Et Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget, ou M. Lefebvre, qui voulait l'être, se contredisent. L'année dernière, ils disaient il ne faut pas trop d'amendements, c'est irresponsable, les Insoumis sont scandaleux. Et eux, là maintenant, ils disent oui, mais on a la liberté des amendements, on fait ce qu'on veut. Et c'est M. Coquerel qui en est à reprendre les arguments de M. Cazeneuve. Donc on est une espèce de retournement de la réalité. La réalité, au milieu de tout ça, le Rassemblement national, lui, a un comportement équanime. Donc nous étions raisonnables sur le nombre d'amendements depuis 2 ans. Nous le sommes encore. On s'est même volontairement réduit à un nombre d'amendements où on a enlevé un certain nombre. Je remercie d'ailleurs les parlementaires qui ont sacrifié leur travail pour l'intérêt général, parce que s'il y a trop d'amendements, on n'aura pas le temps de débattre de tout le budget, et donc il y a le risque qu'il y ait un vote tronqué ou pas de vote du tout. Et d'après ce que j'ai entendu ici ou là dans les couloirs de cette petite institution, de cette petite maison, j'ai l'impression que c'est ce que veulent les amis de M. Wauquiez, notamment, peut-être certains amis de M. Macron s'il lui en reste. Je reviens aux autres questions que j'avais. Oui, oui. La baisse de subventions aux régions et aux EPCI, est-ce que vous ne craignez pas l'impact sur l'investissement public qui est massif, notamment de la part des régions? Il y avait un amendement de Franck Alizio qui proposait de remplacer l'abattement forfaitaire sur les retraites qui est désigné par le Conseil des prélèvements obligatoires comme une dépense massive à réduire, remplacer cet abattement forfaitaire par un abattement de 1 000 €. Est-ce que cet amendement n'est pas repris par le groupe? Qu'est-ce que vous en pensez dans l'esprit? Et enfin, sur la niche fiscale des armateurs que vous proposiez de supprimer aux législatives, vous dénonciez à l'époque une dépense qui n'avait pas lieu d'être, qui était injuste. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois pour que vous ne souteniez plus la suppression de cette niche? Alors, sur la baisse des dotations, des financements des régions et des EPCI, il se trouve que le Rassemblement national a beaucoup d'élus dans les régions. C'est sans doute la collectivité territoriale que nous connaissons le mieux. Nous travaillons sur les budgets. Par exemple, en commission finance, ma collègue Claire Maréboy était responsable du budget des Hauts-de-France pour le Rassemblement national depuis 8 ans. Nous pensons qu'il y a énormément de gras et nous confrontons les dirigeants de ces régions à la responsabilité. Bon, d'ailleurs, c'est dirigé par notamment des républicains qui soutiennent M. Wauquiez, donc ils pourront mettre en pratique ce qu'ils prétendent dire dans les faits. Moi, je peux vous dire qu'à la région Hauts-de-France, entre les subventions à des associations multiples et dont l'utilité reste à prouver, un nombre de programmes qui ne sont pas gérés, et un dossier que nous allons ouvrir avec le Rassemblement national, le coût aussi des marchés publics. Et donc, je ne voulais pas le faire aujourd'hui, mais je vous informe que j'ai demandé, au nom de Marine Le Pen, il y a maintenant 2 semaines, à Éric Coquerel, président de la Commission Finances, que le Rassemblement national utilise le droit qu'il a suggéré à la Cour des comptes un rapport. On l'avait fait pour les certificats d'économie d'énergie. On a vu qu'il y avait plus d'1 milliard d'euros qui étaient spoliés aux Français qu'on pourrait rendre, mais sans réfléchir à comment on pourrait le faire. Donc on a demandé un rapport sur le coût de surfacturation des marchés publics et de la corruption.
nous voulons ouvrir ce dossier, il nous semble. Les retours de terrain que nous avons de nos 140 circonscriptions, de nos communes, de nos régions, c'est que le coût des marchés publics nous paraît anormalement élevé. Et il faut aussi avoir le courage de mettre ce sujet autour de la table, que ce soit nos élus, nos maires. Ils ont fait beaucoup d'efforts en améliorant le coût des marchés publics. Et moi, quand j'étais directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan à l'agglomération du Val d'Hier, puis du Val d'Hier, Val de Seine qui avait fusionné, on avait fait énormément d'économies, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, sur les marchés publics, de l'eau par exemple, des transports, les bus, ou même les marchés publics eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a des surcoûts, quand de toute évidence la concurrence n'a pas joué, il faut vraiment avoir une meilleure surveillance de cela. On peut constater que notamment la baisse massive des coûts, des matériaux de construction n'a visiblement pas été reportée sur les marchés publics, par exemple, pour donner un exemple concret. Bref, en tout cas, on veut investiguer là-dessus. C'est une piste aussi d'économie importante qui pourrait concerner les collectivités territoriales. Ensuite, vous aviez l'abattement forfaitaire. Écoutez, c'est exactement la même réponse qu'avant. Nous, on avait effectivement réfléchi à cette idée-là. Et puis il fallait la déposer avant les arbitrages, et on a estimé qu'on n'avait pas besoin de cette réforme, mais une réforme qui peut être débattue. D'ailleurs, je note, le hasard a voulu, vous pouvez voir la date, ça n'a rien à voir avec les dates, que la Cour des comptes rende un rapport sur ce sujet. Bon, voilà, c'est une idée que nous avons débattue en interne, et nous avons estimé que les économies étaient suffisamment nécessaires pour ne pas demander cet effort aux retraités, parce que c'est quand même un effort selon les critères que l'on prend, entre 3 et 5 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas négligeable. Et la NIF sur les armateurs. Il y avait deux options sur la table. On a toujours déposé deux amendements. Un amendement sur la NIF fiscale, vous avez raison, et un amendement, je parle sous contrôle de Mathias Renaud qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur les surprofits des armateurs, amendement d'ailleurs que nous avions commun avec le groupe socialiste depuis 2 ans. C'était soit l'un soit l'autre. Pour le coup, les informations que nous avons eues ont prouvé que le secteur des armateurs était d'accord pour payer un surprofit, et que donc ils ne verraient pas d'opposition, qu'ils ne délocaliseraient pas leur activité s'ils payaient un surprofit. Donc de manière concrète, il nous semble plus efficace, plus efficient de récupérer de l'argent sur les surprofits des armateurs. Et d'ailleurs, quand même, nous, on la double. C'est-à-dire quand par contre, dans nos amendements, on double l'imposition sur les surprofits des armateurs qui est prévue par le gouvernement. Donc, on prend quand même en compte le fait qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Après, là, on est très pragmatique. Sur 10 ans, la niche fiscale des armateurs a coûté 40 millions d'euros de l'État. C'est une niche très, très, très variable. Il nous paraissait plus intéressant là, j'ai fait les calculs, de doubler le surprofit plutôt que de supprimer la niche. Ça rapportait plus d'argent, tout simplement. Donc moi, ce qui comptait, c'était à la fois financer nos programmes et aussi faire quitus aussi sur ce sujet-là, sur les surprofits, parce que si vous supprimez une niche et que du fait des résultats de cette année ou de l'année prochaine, les armateurs, finalement, ils n'ont pas beaucoup de gains, ou voire ils avaient des pertes, parce qu'au début de l'année, ils avaient des pertes, finalement, supprimer la niche, ça coûte à l'État. Alors, bon, donc là, il fallait être pragmatique. Mais nous continuons à lutter contre les rentes et les surprofits. Oui. Mediapart, sur la baisse de subventions aux associations, est-ce que ça recouvre uniquement ce que vous proposez en amendement, à savoir concerner les associations dont les membres ont été condamnés vers des délits ou autres, ou est-ce qu'il y a autre chose en baisse différente? Non, là, les propositions chiffrées dans ces documents, ce n'est pas lié aux amendements, qui sont des amendements, je le concède, d'affichage politique. Voilà, les amendements pour supprimer l'avantage fiscal, il y aura un petit rendement, mais enfin c'est à peine chiffrable. C'est vraiment politique, c'est dire il y en a assez de subventionner ou de permettre des crédits d'impôt, ou des baisses d'impôt, des crédits d'impôt en l'occurrence, pour financer des associations qui appellent à la violence ou qui mettent en péril nos intérêts économiques vitaux. Là, les coupes que nous proposons, ce sont des coupes sur des subventions à part entière. Sachant que ce n'est pas du tout les grandes coupes. Par exemple, évidemment, on a étudié les coupes sur, il y a plus d'1 milliard d'euros, de mémoire, je ne sais plus, excusez-moi, sur un certain nombre d'associations d'accompagnement de l'immigration, y compris clandestine.
On ne peut pas les couper du jour au lendemain. Voilà, c'est impossible. Elles font un service, elles rendent des services à des êtres humains. Nous voudrions que les conditions soient différentes, mais on ne peut pas couper du jour au lendemain aussi massivement des subventions. Voilà, c'est la différence quand même aussi avec les effets d'estrade d'un certain nombre de nos adversaires et nous dans ce projet. Voilà, moi je pense que dans ce projet, nous avons été très raisonnables et qu'il n'y a aucun affichage sur des mesures qui ne sont pas opérationnelles. Voilà. Est-ce que j'estime que des associations d'accueil aux migrants devraient recevoir autant d'argent public? Évidemment non. Est-ce qu'un gouvernement peut les supprimer du jour au lendemain au 1er janvier 2025? C'est pas possible. Alors que la suppression de l'AME, enfin la restriction de l'AME à l'aide médicale d'urgence, c'est possible au 1er janvier 2025. La baisse de la subvention à l'Union européenne, dans quelle mesure elle vous semble, la baisse de la contribution française, pardon, dans quelle mesure elle vous semble opérationnelle aujourd'hui? Écoutez, elle est encore plus opérationnelle qu'avant, puisque pour une raison qu'il faudra un jour identifier, les macronistes nous ont laissé le rapport spécial budgétaire sur le budget de l'Union européenne. Donc c'est Alexandre Sabatou depuis 2 ans, puis votre serviteur depuis 3 mois, qui contrôle la préparation et l'exécution du budget de l'Union européenne. Et donc dans les auditions que j'ai l'honneur de mener, et sans révéler de secret, ils m'ont confirmé tout ce que je savais, mais que je ne pouvais pas confirmer officiellement, à savoir que les rabais obtenus par les gouvernements sont exécutés à leur demande lors de renégociations qu'ils sont habilités à rouvrir et qu'ils sont absolument forfaitaires et discrétionnaires. Le rabais de 2,6 milliards des Pays-Bas, il est discrétionnaire. Le rabais de près de 3 milliards de l'Allemagne, il est discrétionnaire. La Suède, l'Autriche ont aussi leur rabais. En fait, la France est le dernier pays contributeur net, grand pays contributeur net, à ne pas avoir de rabais. Donc il est parfaitement discrétionnaire. J'ajoute que l'Union européenne, lors du dernier sommet qui a été consacré à la révision du cadre budgétaire, ont fait le choix d'alourdir pour près de 50 milliards d'euros un certain nombre de programmes. Il y a l'Ukraine, il n'y a pas que l'Ukraine. Vous avez des crédits pour la Turquie, pour les Balkans, pour l'action extérieure de l'Union européenne. Nous estimons en tant que souverainistes que l'Union européenne n'a pas à se mêler de cela. Donc les crédits permanents pour préparer l'intégration de la Turquie sous diverses formes à l'Union européenne, au marché commun ou à d'autres procédures, on n'en veut plus. Le chantage de la Turquie, on n'en veut plus. Les aides aux Balkans qui sont augmentées d'année en année, on n'en veut plus. Bref, il y a beaucoup de crédits qu'on peut annuler. C'est-à-dire, je finirai par là sur cette réponse, il n'a jamais s'agi, même si ça n'a pas intéressé grand monde, de raser gratis quand on baisse la dotation de la France à l'Union européenne. C'est qu'on considère que l'Union européenne doit annuler un certain nombre de missions qu'ils font en contradiction avec les missions strictes que leur confèrent les traités. L'Union européenne n'est pas un État. Donc il n'a pas à avoir de politique de diplomatie. Par exemple, il y en a d'autres, hein, des programmes qu'on peut annuler. S'il y a d'autres questions. Attention, vous avez utilisé beaucoup de crédits. Est-ce que quelqu'un veut donner une question à Nicolas Massol pour qu'il puisse la poser? Non, mais allez-y. Oui, donc vous voulez responsabiliser les acteurs culturels. Oui. C'est marrant parce que j'étais sûr que vous alliez poser cette question. Ouais, oui. Tu me dois un déjeuner. Ce que vous dites, baisse de soutien à l'emploi des artistes, etc., comment ça s'articule avec le statut d'intermittent? Vous voulez le supprimer? Non. C'est quelque chose. Alors comment ça. Il y a eu l'option, nous avons étudié l'option des 2 bénéfices des intermittents du spectacle, leur régime de l'assurance chômage, qui coûte à peu près 200-300 millions d'euros de mémoire, et un certain nombre de crédits d'impôt, d'avantages qu'ils ont de l'ordre de 100 millions d'euros. On a fait le choix de ne pas toucher à ces avantages-là. Là, la responsabilisation, c'est notamment la tarification des opéras, des théâtres. Nous estimons, tous les rapports le montrent, que la consommation d'un certain nombre de biens culturels sont concentrés sur des catégories sociales très limitées. Il y a déjà des aides, mais un certain nombre de notamment des territoires ruraux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra n'ont pas à financer sans cesse des tarifs extrêmement favorables. Donc ce n'est pas du tout la suppression des tarifs préférentiels, mais il y a un moment, il faut quand même rééquilibrer et arrêter de considérer que la culture d'une toute petite partie de la population, même si moi j'en profite, hein, moi je vais à l'opéra, j'ai le privilège, j'ai la chance, comme beaucoup, de pouvoir aller au théâtre, à l'opéra. Bon, tout le monde a de la chance, mais je paie mon billet. Et donc moi, en tant que député de la Nation, je peux payer mon billet pour aller à l'opéra ou aller à la Comédie Française. Voilà. Bon, par ailleurs,
pour fréquenter ces lieux, je pense qu'il y a en tant qu'ancien gestionnaire public, il m'arrive de repérer d'un regard quelques économies à faire. C'est bon? Une dernière question, c'est pour l'AFP. Vous avez parlé de la loi de programmation pour la justice, le ministère de l'Intérieur et la recherche. Il me semble que vous n'avez pas parlé de la LPM, de la programmation militaire. Est-ce que vous considérez toujours qu'elle doit être sanctuarisée telle qu'elle a été votée ou qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits sur ces investissements? C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, elle est sanctuarisée. Ou alors on a raté un épisode. Ce que je veux dire, est-ce que c'est toujours une demande de votre part qu'elle soit non, mais telle que votée? si on voulait la réduire, on l'aurait réduit. Non, on ne veut absolument pas réduire la LPM, mais elle a été sanctuarisée. Ça a été annoncé comme sanctuarisé. Dans le PLF, c'est sanctuarisé, contrairement, par exemple, à la loi de sécurité intérieure, qui avait été annoncée comme sanctuarisée et qui, en fait, ne l'était pas, ce qui demande quand même un effort de mémoire de 400 millions d'euros, 600 même. Oui, qui quand même demande un effort de 600 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on est là pour faire respecter à M. Darmanin et à M. Retailleau ses promesses. C'est bon? Merci. Sinon, non, c'est bon, hein, tu me verras, vous me verrez dehors. Hein. Juste Marianne, parce qu'on aime bien Marianne. Voilà. Je voulais savoir comment vous avez travaillé pour préparer cette méthodologie. Écoutez, ce sont des toutes petites nuits. Voilà. Comment? La nuit était longue. Non, mais il y a plusieurs étapes. Il y a des travails de fond. Non, mais blague à part, il y a des travails de fond qu'on nous avait entamés d'ailleurs avec Mathias et les anciens commissaires aux finances. Par exemple, notre ami Frédéric Cabrolier avait fait un gros travail sur l'apprentissage. Je voudrais le saluer puisqu'il n'est plus élu. Donc il y a ce travail de fond qui est fait. Et puis, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Dans le petit délai qui nous est consacré, nous avons beaucoup travaillé ce week-end entre nous, les députés qui étaient volontaires, à distance, en présentiel, pour faire ce travail que nous avons ensuite présenté à Jordan Bardella et à Marine Le Pen, évidemment, et qui ont rendu leurs arbitrages. Et puis la communication a fait de beaux documents. Et donc je remercie aussi le service com et le service presse pour l'organisation de cette journée. Évidemment, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Merci. J'en ai dit suffisamment. Merci, bonne journée et bon courage.